Tout a commencé quand j'étais à l'armée il y a 3 ans. Euh, j'ai une masse qui a commencé à se développer derrière mon oreille droite. J'étais rentrée à l'armée en tant que fusilier commando. J'ai dû démissionner parce que je sentais pas que ma santé suivait. À la suite de ma démission, j'ai été consulter un ORL qui euh, m'avait très clairement sermonné avec mon tempérament très têtu. J'ai décidé de ne pas récupérer les résultats qu'on ne m'a jamais envoyés parce que j'avais pas laissé mes coordonnées. L'année d'après, euh, j'ai laissé les choses couler. Je vivais ma meilleure vie en Guadeloupe. C'était les vacances, c'était sorti, euh, c'était l'ambiance détente, quoi. J'ai repris mes études dans la foulée aussi. J'ai complètement oublié qu'en fait, j'avais un truc suspect, quoi, derrière mon oreille. L'année d'après, c'est-à-dire en 2023, ça fait 3 ans, non, 2022, pardon. 2022, ça a fait 3 ans que j'avais cette masse derrière mon oreille. Sauf que cette année-là, ça a commencé à me faire mal, à me causer problème. La masse me faisait savoir qu'elle était là. J'ai été consulter médecin traitant, je ne donnerai pas son nom, qui m'a fait faire tout ce qui est échographie, IRM, etc., prise de sang. Alors, sur les résultats, on parlait de masse kystique. Ensuite, il m'a envoyé voir un spécialiste ORL, puisque tout ce qui est chirurgie ORL, près des oreilles, ce sont les ORL qui s'en occupent. Le spécialiste ORL euh, m'avait dit de faire une cytoponction. Cytoponction, c'est un prélèvement qui se fait à l'aiguille et qui est ensuite analysé en laboratoire. J'ai attendu plusieurs mois d'avoir un rendez-vous en Guadeloupe pour qu'au final, arrivé au rendez-vous, je ne donnerai pas le nom de l'hôpital. On me dit qu'il fait d'abord une échographie, ensuite je reprends rendez-vous pour la cytoponction. Donc ce qui s'est passé, c'est que ça faisait déjà 4 mois que j'attendais. Ensuite, j'ai dû attendre 2 mois. C'était lourd. Et ne serait-ce que pour l'IRM, c'était galère parce que c'est mon père qui a trimé, comme il est ambulancier, il a été supplié les secrétaires. Et lui, on dit non, il n'y a pas de place, et au CHU1 de Pointe-à-Pitre. Et dans la minute d'après, il y a une dame qui a appelé pour annuler son rendez-vous le lendemain, 14h. Le lendemain, 14h, j'étais là pour faire l'IRM. Et c'est là que tout a commencé. On a commencé à parler de masse kystique suspecte. L'ORL a lu le bilan de l'IRM, il a commencé à me dire que c'est une masse kystique suspecte. Ensuite, quand j'ai dû aller faire la cytoponction, l'attente était trop longue. Donc, ma mère a pris contact ici avec un ORL à l'hôpital de la Salpêtrière. Et je donne le nom de l'hôpital parce que ils sont renommés pour tout ce qui est paralysie faciale. Ils ont quand même une bonne réputation. Arrivé ici, on m'annonce en janvier, le 6 janvier 2023, que j'ai une tumeur qui a de fortes chances qu'elle soit maligne, mais que l'opération risque de changer ma vie. Parce que si soit je reste paralysée pendant des années, soit le nerf, je perdrai un pourcentage de ma capacité faciale, quoi. Euh, Ma réaction a été stoïque. Stoïque parce que après tant d'années, je m'y attendais. J'avais j'avais quand même quelques symptômes. Non, mais toi, j'avais quand même quelques symptômes qui me donnaient la puce à l'oreille. Je sentais comme si quelqu'un aspirait mon énergie, quelque chose pompait mon énergie. Si je mangeais pas le soir, j'avais des nausées, des malaises. J'ai fréquenté quelqu'un, j'espère ne pas lui avoir fait vivre un enfer parce que c'était dur. Et c'est en 2022 que j'ai fait toutes ces analyses-là. Les gens ne savaient pas. Je suis restée une année à faire des bilans, des prises de sang, une année à faire des IRM. Euh, Scanner qui se suit ensuite en arrivant ici. Un scanner, c'est lourd, ne serait-ce qu'un scanner, et pourtant, c'est même pas la première étape du traitement. Et je me souviens, le premier scanner que j'ai fait, c'était ici à Paris. Et j'ai du liquide qui remontait dans ma bouche, couché dans l'appareil. Déjà, ça donne froid dans le dos. Et on a essayé 3 fois. La troisième fois, le monsieur me dit, mais si vous voulez, on refait un autre rendez-vous, vous allez revenir. Je lui ai dit non. Non, non, non.
J'ai fait 8 000 kilomètres. Alors, je vais prendre sur moi et on va procéder au scanner. Il m'a dit, vous êtes courageuse. La troisième fois, c'était la bonne et la troisième fois, on a fait le scanner. J'ai dû faire 2 ou 3 scanners après. Dans la foulée, après le scanner, j'ai eu un rendez-vous tout de suite avec l'ORL qui a analysé les résultats du scanner, qui a analysé le scanner. Ils ont fait une réunion avec plusieurs médecins pour prendre une décision. Concernant le traitement de mon cancer, j'ai été opérée. C'est l'étape obligatoire pour extraire toutes les cellules cancéreuses, la masse, la tumeur. Mais ce qui m'a fait peur, c'était surtout qu'on me parlait de kyste. Donc pour moi, c'était tranquille. Et ensuite, on m'a parlé de tumeur. Et on m'a confirmé cancer. À la foulée, on va dire, en espace d'une semaine. Et ça, c'est parce que mes parents étaient réactifs. Mon père a été réactif, ma mère a suivi. Mais à l'heure qu'il est, je pense que j'aurais toujours eu mon cancer, je serais en train de vivre en Guadeloupe. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je pense qu'on a peut-être tous un cancer qui dort en nous, qu'il ne faut pas réveiller, mais quand il se réveille, c'est tout de suite. Il ne faut pas dormir avec la santé. Et on a une grosse lacune en Guadeloupe, tout ce qui est santé. Et il ne faut pas avoir peur de partir et aller chercher le médecin là où il est. C'est comme dans tout dans la vie. Quand tu veux un truc, tu vas le chercher là où il est. Tu n'attends pas qu'il vienne nous tuer. Parce que la vie va avoir besoin de toi. Très mal. C'est comme si mon monde, c'était leur monde. C'est comme si Anaïs n'est plus là, ben, il n'y a plus de vie. Après, ça fait toujours mal de savoir que quelqu'un dans ta famille, dont tu es proche, ne serait-ce qu'une connaissance, est atteinte d'une maladie qui veut retirer sa vie. Retirer la vie de quelqu'un, il faut être épris d'énormément de toupet. Donc, moi, je me suis dit sur le moment, j'ai jamais laissé personne m'atteindre. Je suis une putain de tête de mule. Personne ne m'atteint. J'utilise ce que les gens disent contre moi comme force. Alors, c'est pas un cancer qui va me démonter. Les gens, ils vont pouvoir dire ce qu'ils veulent de moi. Je vais utiliser ce que les gens disent. Je vais utiliser le comportement très puéril de certains pour en faire une force. Parce que comme dans une vie, on ne peut pas faire en sorte que tout le monde nous aime. Tout le monde ne nous aimera pas. C'est impossible. On n'est pas dans un monde de bisounours, quoi. Et à partir du moment où tu as compris ça, ben, tu es réactif. Mes parents, ça leur a fait souffrir. Moi, ça m'a fait de la peine. Hein. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais dans ma tête, je suis tellement stable. Je me suis créé un monde tellement fort. Et même si c'est peut-être qu'illusoire, que le cancer, il aurait pu m'atteindre physiquement. J'aurais pu être fatiguée, à bout de souffle, me brancher sur 50 000 appareils. Que mon esprit aurait été encore plus fort que ça. Après, peu importe ce qui s'est passé, hein, je serais peut-être décédée ou on ne sait pas, mais c'est pas ça le pire. C'est ce qu'on laisse sur cette terre, tu vois, au final. Ouais, je suis pas là. De toute façon, je saurais pas que je suis pas là. Donc, c'est pas moi qui compte en fait. Moi, j'aime pas faire souffrir les gens. Donc, quand tu sais que t'es une source de souffrance et que c'est contre ta volonté, ça pique. Mais je me suis surtout dit, je me suis pas dit qu'il faut que je reste forte pour les gens ou pour ma famille. Hein. Mais je me suis surtout dit que c'est la vie, j'accepte et j'affronte. En fait, je serre les dents, ça va passer. Et si ça passe pas, et si c'est la vie que je dois vivre, je vais la vivre. Hein. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien. Elle m'a annoncé qu'il y avait plus de traces de cancer. C'est une victoire, une petite, parce qu'elle m'a aussi annoncé que je suis sur surveillance pendant 10 ans. Et elle m'a fait très bien comprendre qu'à tout moment, il revient, quoi. Et j'ai frappé à ma porte. Mais c'est pas grave, hein. J'ai envie de dire, si d'un côté, parce que je vais devoir abandonner mes passions, comme maintenant, et de l'autre, non, parce que cet ennemi-là, on se connaît bien. Donc, tant que toi qu'il faut s'affronter, on va s'affronter. C'est la vie. J'ai un conseil. Vous réfléchissez, c'est trop pour rien. On réfléchit trop avant de faire un truc.
Tu veux le faire, fais-le. Arrête de te justifier. La façon dont tu agis, c'est la meilleure façon de donner du sens à ta vie. On fait des choses de bon cœur, avec foi ou sans foi. Chacun sa philosophie, mais l'objectif c'est de faire et de ne pas rester dans l'inaction. Parce que je vois beaucoup de personnes malades et qui m'ont dit en commentaire sur les réseaux, oui, tu sais moi, je suis malade mais j'ai pas la force. La force, tu dois te la créer dans ta tête. La force, tu dois te la procurer. Donc c'est pour ça que moi je faisais du sport avant. Parce que je vivais dans une forme d'insécurité. Je croyais en Dieu. Je crois en Dieu encore plus. Mais je vivais dans une forme d'insécurité où, à partir du moment où tu te retrouves seul dans le froid, tu dois trouver la lumière quelque part, dans les ténèbres, dans la pénombre. Tu dois trouver une solution. Même si c'est de la merde, même si c'est n'importe quoi, trouver une solution. Je faisais du sport, le médecin m'a dit oui, pas de sport. Depuis janvier, c'est la première fois que je reste aussi longtemps sans faire du sport. Mais très sincèrement, je fais un break avec le sport comme si c'était un flirt. Parce qu'on ne peut pas aimer tout le temps les gens. C'est à petite dose, après ça dépend de la personnalité. Mais tu peux être à fond, mais à des moments, il faut faire des pauses. Et c'est nécessaire.